Amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de 56 minutes synthèse sur Télésignal. Tout d'abord, les faits marquants de la semaine. Après avoir boudé plusieurs rencontres programmées au Palais National, le groupe des 6 sénateurs de l'opposition a finalement rencontré le chef de l'État vendredi à l'hôtel Caribbean Convention Center et lui proposé de s'entretenir avec les 6 partis et regroupements de partis politiques de l'opposition autour de la crise préélectorale. Commémoration mardi dernier du 23e anniversaire du coup d'État militaire cinglant du 30 septembre 1991 qui a renversé le président Jean-Bertrand Aristide du pouvoir. Une commémoration placée sous le signe de manifestation de rue à Port-au-Prince. Le gouvernement adopte le projet de loi de finances 2014-2015 non sanctionné par le Sénat, une décision de plus en plus contestée par des parlementaires et des économistes qualifiant d'illégale et inconstitutionnelle une telle mesure. L'aéroport international du Cap-Haïtien a accueilli jeudi le premier vol de la compagnie aérienne American Airlines. Dans le cadre de son inauguration, le chef de l'État haïtien et la ministre du Tourisme étaient à bord de ce vol en provenance de Miami. Cet aéroport symbolise le début du développement du Grand Nord, s'est réjoui Michel Martelly. Et puis le dossier du choléra en Haïti part devant un juge du tribunal fédéral de Manhattan aux États-Unis le 23 octobre prochain, selon le Bureau des avocats internationaux qui avait déposé une plainte contre la MINUSTAH pour avoir introduit le choléra en Haïti. Interdiction formelle du gouvernement aux agences internationales de recruter des volontaires haïtiens pour des missions en Afrique dans des zones affectées par l'épidémie d'Ebola. Et puis à l'étranger, grande inquiétude à Dallas, aux États-Unis. Une vingtaine de personnes, dont des enfants dans plusieurs écoles, ont été en contact avec le malade atteint d'Ebola. Ces 4 derniers jours, les élèves sont invités à rester chez eux. Voilà pour les titres, à tout de suite. Qui est ak spécial promotion top up Natcom là, sorti mardi pour rive jeudi, depuis yon moun lot bot lo recharger un 5 à 7,99$ sur l'île Haïti, Natcom a multiplié montant ça pour moun ka recevoir rechargement en Haïti. En plus, Natcom a tout fait client sa cadeau plusieurs minutes gratis pour le relais 100 000 lot bot lo pour dire yo merci. Natcom, yon Haïti, yon réseau. Bon lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, ti moun yo gatil gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle la mes amis faut que li gagné. C'est livre ça qui bon, c'est la donne qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la gueule qui bon qualité. Dans chaque département qui est distributeur autorisé. Original la sous de gros hologramme éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, ti moun yo gatil gagné. Parents yo, si vous payez une vente, c'est pour petite nous bonbons d'aimer. Bien gardé oui pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changer couleur. C'est avec une note triste que nous allons démarrer cette édition de 56 minutes synthèse sur Télésignal. L'ancien président haïtien Jean-Claude Duvalier est mort ce samedi matin à Port-au-Prince à l'âge de 63 ans d'une crise cardiaque. Et Jean-Claude Duvalier a été au timon des affaires d'Haïti de 1971 à 1986, puis renversé suite à une révolte populaire. Monsieur Duvalier a passé 25 ans en exil en France. Il était revenu à la surprise générale en Haïti en 2011. Il faisait l'objet de poursuites judiciaires en Haïti pour des crimes perpétrés sous sa présidence. Autre point de l'actualité de la semaine, il n'y aura pas d'élection à la fin de 2014. Le porte-parole du Premier ministre l'a confirmé lundi lors d'une conférence de presse à la primature. Michel Pierre Bounache annonce pour le premier trimestre de 2015 la tenue de ces joutes. Parallèlement, Maître Bounache accuse le groupe des 6 sénateurs de l'opposition qui, déclare-t-il, se sont transformés en guérilla empêchant le vote de la loi électorale au Sénat. Michel Pierre Bounache invite en ce sens la population haïtienne
a exercé des pressions sur les sénateurs afin qu'ils puissent voter les amendements à la loi électorale. Michel Pierre Bounache au micro de Tom Dumont et Randy Henry. Demander la population encore une fois, aidez-nous, et bien mettez pression sous le Sénat de la République là pour voter amendement loi électorale. Mettez pression sur le sénateur qui choisit stratégie de guérilla pour bloquer toute séance relative aux élections d'un niveau Sénat de la République là. Mais de toute façon, message à l'éclair, élection à fait en 2015, élection pour renouveler institution politique pays, c'est engagement président prend, c'est engagement chef exécutif prend et demander toute population pour préparer ça pour que code électoral pour le faire, demander conseil électoral provisoire là pour mettre tout en œuvre, mettre toute structure qui est nécessaire pour réalisation de l'élection ça, demander candidats pour préparer, demander partis politiques pour regrouper, conseil électoral provisoire là, technicien de l'élection, eh bien bon, je travaille pour que yo pare pour capable faire l'élection le plus tôt possible, même capable de dire fenêtre pour l'élection faite en 2014 là sont fenêtres qui pratiquement fermées. En ce sens que nous connaissons, et sénateur Moïse est discipliné dans le Sénat, est bloqué, eh bien, vote amendement. Et le conseil électoral provisoire, là, malgré les gains en loi non menée, malgré les provisions légales qui permettent que l'avancée, mais qu'on dernière étape que le pas faire sans amendement. La rencontre tant attendue entre le chef de l'exécutif et les sénateurs de l'opposition qui bloquent le vote des amendements à la loi électorale a finalement eu lieu vendredi. Parmi les 6 opposants, 4 étaient au rendez-vous à l'hôtel Caribé à Juvénat-Pétionville. Il s'agit de Pierre-Franck Exéus, John-Joël Joseph, Jean-William Gentil et Jean-Baptiste Bien-Aimé. Les sénateurs Moïse Jean-Charles et Roysner Polycap ont brillé par leur absence. Le sénateur du Sud, Pierre-Franck Exéus, a exhorté le chef de l'État à entamer des consultations avec les 6 partis de l'opposition qu'il représente pour parvenir à une sortie heureuse de la crise préélectorale. Pierre-Franck Exéus au micro de Esaü César et Randy Henry. Effectivement, comme nous connaissons, dans le cadre de consultation que le président fait avec tout secteur de la société, il a compté consulter nous, groupe 6 sénateurs, et dans le souci pour le président lui-même, joindre une solution à ce problème. Et nous-mêmes, dans le dialogue que nous avons avec lui, et nous montrer le tout souci que nous avons pour une solution à la crise là. Et nous demandons pour que tout acteur participe. Et c'est ça que fait nous demander le président rencontrer les 6 entités partis politiques de l'opposition, même Jean le une volonté pour le rencontrer. Et nous demandons de faire ça. Et je crois que dans une bonne marche pour nous joindre une solution à la crise là, le président a manifesté volonté pour le rencontrer les 6 entités des 6 partis politiques de l'opposition le plus rapidement possible pour que nous avancions, pour nous rejoindre une solution dans la crise pays. Dans le cadre de consultation, nous avons rencontré tout le monde, les consulter nos groupes de 6 et nous-mêmes nous faisons proposition, nous référer, nous demander pour le rencontrer les 6 entités. Même Jean l'était déjà manifesté volonté pour le rencontrer, Jean le dit nous, et nous-mêmes nous demandons rencontrer les 6 entités et à partir de là, négociation va commencer. Le président de la République, Michel Joseph Martelly, a de son côté renouvelé la volonté du pouvoir exécutif à s'asseoir avec tous les secteurs de la vie nationale en vue d'aboutir à une solution pour sortir le pays de l'actuelle crise politique. Vieille de plusieurs mois, Michel Joseph Martelly dit prendre acte des recommandations des sénateurs de l'opposition favorables à une sortie de crise. Michel Joseph Martelly est au micro de Esaü César et Randy Henry. L'idée c'est que je continue les consultations. Okay? Je continue les consultations avec les différentes parties, les différents secteurs de la vie nationale. Et en fin de compte, quand on aura tout fait, tout vu, ou encore vu une majorité, pour que une majorité soit représentée, à ce moment, le président pourra intervenir à partir d'une synthèse des propositions qui auront été faites. Et je vous souhaite à vous tous un bon week-end. Merci. Il était toujours dans l'agenda, nous rencontrer tout le monde.
Réagissant sur la rencontre du chef de l'État et du groupe des 6 sénateurs de l'opposition vendredi à Pétionville, le ministre de la Communication, Rudy Arriveau, dit souhaiter que les sénateurs comprennent la nécessité de trouver une issue à la crise persistante autour de la réalisation des élections. Rudy Arriveau pense que les élections devraient avoir lieu au premier trimestre de l'année 2015. Rudy Arriveau au micro de Ludmilla Marc et Yvan Seïd. Jeudi, le président de la République a rencontré le groupe des 6 et nous avons souhaité que ces honorables sénateurs comprennent la nécessité historique qui gagne journée jeudi pour capable lâcher du laisse, assouplir position yo et à plancher enfin sur amendement à la loi électorale tant que la Chambre des députés ont été fait de manière célère et efficace. Nous-mêmes, en tant que porte-parole du gouvernement, souhaitons, désirons que nous sommes capables d'exprimer là, c'est que bon bagage de concret, de sérieux, qui sortit de énième série de rencontres ça yo, mais qui est nécessaire, qui est utile, parce que le président a dit à la tribune de l'ONU, nous croyons dans la vertu du dialogue, et les obstacles, aussi puissants soient-ils, ne sont guère insurmontables. Nous-mêmes, nous croyons ça. Mais le président de la République avait aussi ajouté que les élections sont un passage obligé pour le renforcement et la consolidation des institutions républicaines. Et je me tiendrai toujours du côté des principes républicains pour capable répéter le chef de l'État. Je n'ai jamais dit en rencontre ça fait, tout pays a attendu que Gombagay qui sortit. Dans la perspective de résoudre la crise préélectorale que connaît le pays, le candidat malheureux aux élections présidentielles de 2010, Jean-Henri Séan, a adressé une proposition de sortie de crise au président de la République, Michel-Joseph Martelly. Le document comporte 4 points essentiels, dont la réalisation d'élections générales le dernier dimanche du mois d'octobre 2015. La proposition, qui priorise un compromis national, sera acheminée aux différents secteurs de la vie nationale, explique Jean-Henri Séan au micro de Ludmilla Marc et Yvan Seïd. Considérant que pour éviter que le pays ne bascule dans un chaos prévisible, mais d'une envergure inimaginable, il est urgent de rechercher un compromis national. Considérant que la sagesse politique préconise en l'espèce la recherche d'une solution consensuelle, inclusive, visant les intérêts de la collectivité, la survie de la nation et le bien-être de toute la population haïtienne. Considérant que les chambardements n'aboutissent qu'à la violence et constituent un obstacle majeur à l'investissement et au développement du pays, et que les solutions partisanes, hâtives, intempestives et radicales n'ont jamais engendré d'alternative viable et durable. Considérant qu'il est du devoir de tout Haïtien et de toute Haïtienne, digne de ce nom, et de tout leader mu par le souci de protéger le pays tout entier, et chaque Haïtien en particulier, Maître Jean-Henri Séan, leader politique, interpellé par l'imminence de cette catastrophe annoncée, soumettons à la nation, aux membres des pouvoirs constitués de l'État ainsi qu'aux responsables politiques, la proposition de sortie de crise suivante qui pourra servir de base à cette grande entente nationale tant souhaitée. 1. Le président de la République reste en fonction jusqu'à la fin de son mandat constitutionnel. 2. Un conseil d'État sera créé. 3. Un gouvernement de salut public sera installé avec à sa tête un premier ministre de modération. 4. Les élections générales pour remplacer le président de la République, les 20 sénateurs, la Chambre des députés, les conseils municipaux, les délégués de ville, les ASEC et les CASEC seront organisés le dernier dimanche d'octobre 2015. Autre point, mesdames, messieurs, des milliers de partisans et sympathisants du parti politique Famille Lavalas ont gagné les rues de Port-au-Prince mardi, non seulement pour commémorer le 23e anniversaire du coup d'État militaire sanglant du 30 septembre perpétré contre Jean-Bertrand Aristide en 1991, mais également pour revendiquer le départ de Michel-Joseph Martelly et de son équipe de la tête du pays. Reportage, Michel Depayen et Max Joseph. La commémoration du 23e anniversaire du coup d'État militaire dirigé contre l'ex-président Jean-Bertrand Aristide
coïncide avec la reprise de la mobilisation contre le pouvoir en place. Des milliers de sympathisants et membres du parti politique Famille Lavalas animent un cortège parti de l'église catholique Saint-Jean-Bosco au boulevard Jean-Jacques Dessalines à destination de la résidence de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide à Tabar. Les manifestants s'engagent sur l'autoroute de Delma, où la coordonnatrice du comité exécutif de Famille Lavalas, Maryse Narcisse, les rejoint et fait sa première déclaration. Nous concentrons cet homme de représenter en termes de casser rêve peuple haïtien, casser rêve pour que ville qui a changé, condition la ville qui a changé. Alors que les manifestants tentent de rallier la résidence de l'ancien chef de l'État à Tabar, la police disperse la foule à coups de gaz lacrymogène. Les protestataires répliquent par des jets de pierre en direction des agents de l'ordre. Tout au long du parcours, les opposants ont dénoncé des persécutions politiques dont fait l'objet Jean-Bertrand Aristide dans le cadre d'une poursuite judiciaire entamée contre lui pour corruption, détournement de fonds publics et trafic illicite de stupéfiants. Le 29 septembre 1991, un coup d'État militaire avait mis fin au premier mandat de Jean-Bertrand Aristide, 7 mois après sa prestation de serment comme président d'Haïti. Ce renversement de pouvoir avait déclenché une nouvelle période d'instabilité et d'agitation politique dans le pays. Et puis, une série de manifestations secoue la ville de Petit-Goâve depuis la semaine dernière. Mercredi, les activités ont été totalement paralysées dans la commune. La route nationale numéro 2 qui relie 5 départements, à savoir l'ouest, le sud, le sud-est, la Grande Anse et la NIP est restée bloquée durant plusieurs heures. La voiture d'un député a été incendiée par les manifestants qui exigent la démission de l'agent exécutif intérimaire de Petit-Goâve, Sandra Jules, un mouvement que les protestataires entendent maintenir jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Ruisson de Saint-Just. Il y a une quantité de monde qui sont blessés, ça qui blessés à coups de tranche, il y a même qui sont blessés à coups de bouteille, c'est comme ça tout, il y en a d'ailleurs qui sont blessés avec un pile coup de couteau. Parmi les gens qui sont blessés à coups de couteau, il y a Mondor Amal et Daniel Doléan, c'est des citoyens qui ont même recevoir plusieurs coups de couteau dans les mains des individus qui ont même été à bord d'un pick-up, qui pas de bien d'immatricule, qui n'est pas capable d'identifier. Les individus ont été roulés et ont été entrés. Donc, dans le temps manifestation, ça, dans le moment où on était dans la zone, chez dimanche, dans le centre-ville, gagnons, dans jeunes qui sont dans une situation très critique. Par exemple, Mondor Amala, qui lui-même, selon toute information, c'est un frère musulman, qui te prend un premier soin dans l'hôpital Notre-Dame Petit-Goâve, mais par la suite, car tu as dépasser médecin de l'hôpital Notre-Dame, tu transféré dans l'hôpital Georges Gauvin du côté de Grand-Goâve. Médecin de l'hôpital Grand-Goâve qui est obligé de transférer citoyen ça dans l'hôpital de la capitale haïtienne, puisque santé est vraiment dans un état très critique. Toute activité est paralysée pendant la journée. Et il y a des individus qui ont profité de l'occasion, qui mettaient des pressions sur eux, qui ont même en cas sur le transport public, eh bien, ils ont été en difficulté. C'est comme ça tout qu'un pile d'autres citoyens qui ont même sorti blessés en bas coup de bâton la police, qui étaient entrés dans la zone rue Benoît. Côté c'est là, il y a des individus qui prennent le plaisir à plancher des jets de pierre sous agent unité spécialisée. Donc la police est tirée en pile gaz, lacrymogène et calé en pile monde au niveau zone ça. Le Premier ministre haïtien a dressé mardi un bilan satisfaisant de ses rencontres bilatérales tenues en marge de la 69e Assemblée des Nations Unies la semaine dernière, au cours des différentes réunions effectuées avec des partenaires internationaux et investisseurs étrangers. Laurent Lamotte a expliqué avoir mis un accent sur l'investissement étranger qui, selon lui, pourrait contribuer au développement d'Haïti. Laurent Salvador Lamotte dit avoir encouragé plusieurs investisseurs à venir explorer les opportunités d'affaires dans divers domaines dans le pays. Le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte au micro de Esaü César et Juan Diari. Au lendemain du tremblement de terre, on investit sur l'étranger ou bien on monte besoin dans l'hôtel dans le pays. Presque tout l'hôtel est écrasé. Ouais que 4 ans après, nous avons presque 4 hôtels là, nouveaux hôtels, plus qu'il y a une qui a fait, qui arrive à rénover. Nous avons Oasis qui fait, nous avons Best Western qui fait, nous avons Kinam qui fait couvert. Là, le 14 février, nous avons Marriott. Donc ça veut dire capacité d'accueil nous, l'y améliorer de manière extraordinaire. Donc ça, c'est un gros avancée que lié. De rassurer les investisseurs et tout. Et puis tout, ils permettent nous de parler avec des bailleurs. Il y a une baille qu'on a fait pour aider les pays, c'est
faire plus de voyages en Haïti. Parce que voyage a seulement créé un paquet d'activités économiques. Restaurant, l'hôtel, taxi, chauffeur guide. Je dis à mal parler avec chauffeur guide. Je dis qui vient aider. Eh bien, tout ça, si vous avez plus de voyages à rentrer, vous venez créer plus d'activités économiques, plus de jobs à créer, plus de restaurants, plus de acheter, plus de production nationale. Là. Donc, c'est une chaîne que lié. Et c'est ça qui a fait, qui a contribué à l'avancement pays à travers investir dans des activités ponctuelles. La ministre de l'Économie et des Finances, qui avait accompagné le Premier ministre Lamotte à New York, a fait état de la création d'un nouveau fonds d'investissement en remplacement du fonds pour la reconstruction d'Haïti. Ce nouveau fonds, qui sera effectif en 2015, facilitera la création de beaucoup plus d'emplois dans le pays. Marie-Carmen Jean-Marie est au micro de Esaü César et Wendy Henry. Fonds d'investissement sali, son fonds, mais ça ne veut pas dire son fonds, c'est un côté, non, une banque nous pas mettre un cob. Ça veut dire cob fonds, il y a plusieurs côtés, il y a dans plusieurs banques, il y a à travers le monde. Mais ça que nous ajoutons comme innovation dans l'instrument ça, par rapport à tout instrument d'aide, c'est que aide là, yo baoul. Le fin baoul, bailleur de fonds, li vinil vin chita avant pour essayer de dicter qui ça le taremon fait avec. Fonds d'investissement nous partis dans une logique différente. Jodi a ministère de l'Agriculture signé avec 7 investisseurs des protocoles d'accord pour investir 273 millions de dollars dans le courant année 2014-2015. Dans 273 millions de dollars, ça, il y a 40% d'aide financière que c'est l'État haïtien qui peut porter le plus. Donc, logique nous partir, c'est que nous partons déjà avec une logique de projet ficelé. Des fois, il y a des entreprises qui déjà fonctionnent, mais qui ont des problèmes de capital, il y a des problèmes de fonds propres. Donc, l'État a accepté l'investir dans l'entreprise, avec l'entreprise, mais pas une logique pour le rester dans l'entreprise là. C'est une logique pour le bail entreprise là et là. Le gouvernement adopte le budget déposé le 30 juin 2014 au Parlement sans les modifications apportées par les députés, a informé mercredi dernier la ministre de l'Économie et des Finances. Une démarche qui est justifiée par l'application du décret du 16 février 2005 statuant sur les procédés de préparation et exécution des lois de finances, a expliqué la ministre Jean-Marie, qui a affirmé que son ministère n'a pas jugé utile de maintenir les modifications apportées par les parlementaires. Estimé à environ 122 milliards de gourdes, le budget de l'exercice fiscal 2014-2015 propose une certaine augmentation des prix à la pompe. Il est nécessaire d'augmenter le prix du carburant, a précisé Marie-Carmen Jean-Marie, estimant que trop longtemps, les produits pétroliers n'ont pas été taxés au détriment du développement du pays. Marie-Carmen Jean-Marie au micro de Florence Tisné et Max Joseph. Nous n'avons pas adopté le budget Chambre députés à voter. Nous avons adopté le budget qui était déposé 30 juin sans modification. Et nous avons un décret 2005 qui permet de nous faire lire parce que pour insuffisance qui est constatée dans l'article 231 Constitution, qui fait que nous tapons trop à l'étroit si on rate qui trop petit pour ou grossi. Et puis, on ne peut pas mettre là encore, la pété sous. Et bien, c'est même l'administration grossit, n'a payé plus salaire, donc nous ne pouvons pas arrêter en un budget 2013-2014. C'est pas ça, quand pile monde qui a quitté la route là, qui n'a pas touché, on n'est pas obligé de faire des licenciements, ceux qui ne sont pas souhaitables pour l'économie pays. Nous n'avons pas tenu compte de rien. Jean budget a été déposé, c'est qu'on ça lui transmettre la presse nationale et c'est qu'on ça lui poster sur site. Tout ministère pour commencer à exécuter le jeudi. Ça a été fait pas bon. Ils ont fait des désaffectations qui ont réduit l'enveloppe pour nous mettre à des secteurs comme l'éducation. Donc nous n'avons pas tenu compte de désaffectation. Et nous appliquons la loi à la lettre. C'est ça la loi 205, le décret de 2005 l'a dit. Il dit si le budget n'a pas fin voté dans tous les deux chambres, donc ça veut dire voter dans une, il ne pas voter dans l'autre là. Dans les mêmes termes, l'exécutif a le droit d'exécuter le budget déposé. Et c'est ce qu'on a fait. Le décret ayant abouti à l'application d'une ancienne loi de finances pour l'année fiscale 2014-2015 renferme
Une disposition contraire aux prescrits de la Constitution haïtienne. C'est en substance la déclaration de Jocelyn Privert, président de la Commission économie et finances du Sénat. La loi de finances que le gouvernement a décidé d'appliquer est inconstitutionnelle, a dit le parlementaire. Texte de loi aidant, le premier sénateur du département d'Anip a démontré qu'il est légalement possible que le budget de la République soit voté dans les jours à venir. Les explications du sénateur Jocelyn Privert au micro de Dukenson Lazare et Jasmin Denis. Une telle décision est contraire à la Constitution. Le Parlement partageait avec l'exécutif une parcelle de la souveraineté nationale. Et ce partage de la souveraineté nationale que le Parlement l'y gagné, l'y participait aussi à la décision financière. Et la décision financière du Parlement l'y résidait dans le fait que le Parlement autorise la perception des ressources et autorise l'engagement des crédits. Aujourd'hui, le budget qui est adopté, c'est un budget qui n'a pas reçu l'autorisation du Parlement. Ça, c'est le premier accord. Deuxième accord, le budget, moi insister pour me dire, ça ne concerne pas uniquement le gouvernement. Ça concerne aussi bien le gouvernement que le pouvoir législatif, que les secteurs organisés de la société. Or, le Parlement y participait à deux niveaux dans la décision budgétaire. D'abord par son autorisation, par son vote. Deuxièmement, au contrôle de l'exécution. Pour le sénateur Steven Benoît, l'adoption du budget non sanctionné par le Parlement prouve que l'exécutif dirige déjà le pays par décret. Avant même la fin de la 49e législature, le parlementaire appelle la population à la vigilance. Le sénateur Benoît rappelle que pour être une loi, le document en question doit être approuvé par les deux chambres. Le sénateur Steven Benoît est au micro d'Yvon Seïd. Un nouveau budget qui est entré en exercice. Et 1er octobre, le dit tout, CSS là, Conseil supérieur salaire là, t'es supposé remettre et Parlement et exécutif rapport li pour le dire nous, d'après indice macroéconomique, comment, à qui montant salaire minimum aujourd'hui. Malheureusement, le gouvernement, encore une fois, prend un malin plaisir, pas respecter sa constitution dit. Constitution, article 231.1 dit clairement, pour projet loi budget pour loi, il faut qu'il vote dans les mêmes termes dans deux chambres. Il dit tout dans 231.1, si pour la faute de l'exécutif, budget n'a pas voté à temps, il gagne budget année précédente, 2012-2013, gagne pour automatiquement reconduire. Mais dénonçons gagote, pour ne pas dire personne ne dire rien pour la nation au courant que le gouvernement a violé encore une fois systématiquement la Constitution. Et c'est le début de ça me dire gouvernement qui va le gouverner par décret. Parce que finalement, son décret va le prendre, puisque pour une loi en vigueur, il faut une signature de président de chambre, il faut une signature 4 secrétaires de chambre. Donc moi-même comme secrétaire bureau, je ne vais pas signer aucun budget, donc je vais annoncer à la population, budget qui, je vais le dire en vigueur, je ne suis pas au courant de lui du tout, il n'est pas passé par le Parlement. Population qui pour commencer prend conscience que depuis aujourd'hui là, le gouvernement commence à diriger par décret. La République d'Haïti n'a pas de budget à la date du 1er octobre 2014, selon l'économiste Eddy Labossière. Au lieu d'appliquer une loi illégale, le gouvernement devrait de préférence reconduire le budget précédent. Eddy Labossière exhorte les responsables de l'exécutif à convoquer à l'extraordinaire les députés pour que ces derniers puissent statuer sur les changements opérés dans le texte par les sénateurs. Suivez les précisions de l'économiste Eddy Labossière au micro de Enoch Lézé-Kajou et Jasmin Denis. La loi n'a pas qu'à préséance sur la Constitution. D'accord? Parce que la Constitution fait du budget une loi des finances. Tu comprends la hiérarchie des normes, bien sûr. Donc, on ne peut pas dire qu'on sortit la loi ça pour mettre en application. Même loi ça qui est mal formulée dans la syntaxe, son loi qui non seulement est constitutionnelle, mais même loi ça tout fait gouvernement obligation pour le consulter quand même avec députés sénateurs. Même là, il va prendre une décision ça qui est illégale. Donc, je dis avant d'en parler là, le gouvernement malheureusement n'a pas de budget parce que le budget c'est une loi de finances. C'est députés sénateurs pour voter dans les mêmes thèmes pour le budget. Donc, le gouvernement n'a pas un budget
2014-2015, ça gouvernement gagne très simple. La loi dit oui. Lorsque le budget n'a pas voté à date et dans les mêmes thèmes pour les deux branches du Parlement, mais le gouvernement adopte le budget de l'année N-1, N-2, -2 ou N-3 qui aura été voté par le Parlement. Que le gouvernement peut-être convoquer des députés à l'extraordinaire, demander puis pencher sur la modification que le Sénat a apportée. Les filles apprennent mieux, puis ils ont un vrai budget. Comprenez? Donc, pour que ça, le gouvernement a obstiné pour l'appliquer derrière 1er octobre, le budget qu'il a déposé, il n'est pas légal, il n'est pas constitutionnel, en réalité dans la Constitution, que le gouvernement, pour le moment, a appliqué le budget 2013-2014. Pendant ce temps, il a fait des démarches pour les sénateurs voter, pour le budget à tourner, parce que de côté, ils entendent. Si député sénateur t'es entendu en respectant le volume initial de 122 milliards de gouttes, t'es entendu dans la désaffectation, il y a des accords entre députés sénateurs, c'est la réaffectation, mais qu'il y a entendu dans la réaffectation, il faut que le gouvernement budget normal. L'aéroport international du Cap-Haïtien a accueilli jeudi le premier vol de la compagnie aérienne American Airlines dans le cadre de son inauguration. À bord de ce vol, AA-1632, en provenance de Miami et à destination du Cap-Haïtien, se trouvait le chef de l'État haïtien, Michel Martelly, et la ministre du Tourisme, Stéphanie Balmire-Vildouin. Rappelons que les travaux de rénovation et de réhabilitation de l'aéroport international Hugo Chavez du Cap-Haïtien ont été lancés en 2010 suite à un accord de prêt d'environ 30 millions de dollars américains signé en décembre 2009 entre l'État haïtien et la Banque de développement économique et social du Venezuela. Esaü César et Juan Diary ont assisté à la cérémonie inaugurale. Suivez leur compte rendu. Il est 11h45 du matin. Le vol AA-1632 du Boeing 757 de la American Airlines foule le sol de l'aéroport international Hugo Chavez du Cap-Haïtien dans le nord du pays. D'entrée de jeu, le corps des sapeurs-pompiers se met en place. Sur la piste d'atterrissage, 20 passagers descendent de l'avion. Parmi eux, le président de la République, Michel-Joseph Martelly, la ministre du Tourisme, Stéphanie Balmire-Vildouin, le vice-président de la American Airlines, Art Torno, et d'autres personnalités du département du Nord. Il y a 3 ans et quelques mois seulement, et surtout pour la construction et l'implantation de l'aéroport international du Cap-Haïtien, qui reçoit aujourd'hui son premier vol d'American Airlines, portant à son bord d'authentiques filles et fils de la ville du Cap-Haïtien et de la région Nord. En général, on peut dire sans crainte contester avec la politique d'ouverture et de décentralisation de ce grand visionnement qu'est M. Michel-Joseph Martelly, président de la République d'Haïti, la ville Cap-Haïtien est en train vraiment de renaître de ses cendres. Ce vol visait à marquer l'inauguration de l'aéroport international du Cap-Haïtien, fraîchement réaménagé à l'initiative de l'administration Martelly-Lamotte. Cet aéroport mesure 200 mètres de longueur et plus de 45 mètres de largeur. Le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Jacques Rousseau, revient sur les grands moments du réaménagement. Ce résultat est l'aboutissement d'un long processus, tant au niveau des opérations sur le terrain qu'au niveau des négociations conduites avec l'ensemble des acteurs. Il traduit aussi, surtout, la volonté de l'État de concrétiser les engagements pris. Le président de la République salue la contribution du Venezuela dans la réalisation de ce vaste projet, porteur de développement dans le Grand Nord. C'est à travers volonté, président Hugo Chavez, que l'idée exprimée qui fait des joindre pour nous avancer avec le projet. Donc nous saluons tous les partenaires parce que je dis à le nom, je ne vais pas parler de projet, mais nous avons une réhabilitation pour le fait pour 60 millions de dollars qui pété dans le port. Le cap est pour le reprendre, fierté d'entendre. Vous dites à son gros jour de bois ici. Un gros jour. Et pas symboliquement seulement parce que le travail a commencé. Le développement le Grand Nord a commencé. Au monde qui parle dans le nord-ouest, là, ou atterrir au cap, ou passer par Tiboukoboy, ou atterrir en Safolère, parce qu'on a fait route là. Doté d'un nouveau terminal, d'une piste d'atterrissage refaite, ainsi que de nouveaux équipements, l'aéroport international Hugo Chavez du Cap-Haïtien accueille également des vols régionaux et internationaux de compagnies aériennes telles que Sunrise Airways, Tortuguère, Intercaribbean Airways,
Air Turken Caicos et IBC. Juste le temps d'observer une courte pause, on vous revient dans un instant. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Oh bicha, moi à peine à préparer manger au pire mère. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Alors, m'en goûter vous ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito a qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être fait avec gros ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans votre machin, vous avez tout grossiste li au mandé. C'est les toutes cuisines, elle choisit pour faire manger. C'est les celles qui vont faire manger. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est numéro 1. La suite de 56 minutes synthèse, le ministère du Tourisme et l'association touristique d'Haïti en partenariat avec la Fondation pour l'éducation de l'association touristique des Caraïbes ont procédé mercredi à la cérémonie de remise de diplôme aux étudiants du projet CHTEF Haïti à l'hôtel Le Plaza au Champ-de-Mars. La cérémonie s'est déroulée en présence de la secrétaire d'État au tourisme Jessie Ménos et du ministre de l'Éducation nationale d'Antigua et Barbuda, Michael Brown. Démarré en octobre 2010 suite à l'effondrement de l'école hôtelière d'Haïti, ce projet vise à permettre aux jeunes de poursuivre leurs études en hôtellerie et restauration à l'étranger durant la période de reconstruction. Suivez ce reportage de Michel Despaillans et Samus David François. Le travail et les efforts de ces 8 étudiants ont été récompensés ce mercredi lors de la cérémonie officielle de remise de diplôme. Diplômés, parents et tuteurs des entreprises hôtelières se sont réunis à l'hôtel Le Plaza au Champ-de-Mars pour célébrer ce moment solennel qui vient clôturer 4 années d'études et de stages, dont 2 dans les domaines de l'hôtellerie et la restauration à Antigua et Barbuda. L'occasion pour le président de l'association touristique d'Haïti de mettre l'accent sur la formation des ressources humaines nécessaires au développement touristique d'Haïti. La formation est une partie essentielle même
du produit et de la construction du secteur du tourisme en Haïti. Donc c'est pour ça que, pourquoi la formation? Parce que en fait, si on veut avoir un produit de qualité, la qualité, ça commence par avoir, comme je dis toujours, un hardware, il y a de beaux hôtels, mais aussi il faut le software. Et le software, ce sont les ressources humaines. Le ministère du Tourisme s'est félicité d'avoir contribué financièrement au projet Fondation pour l'éducation de l'Association touristique des Caraïbes, un programme né du besoin de permettre aux étudiants de l'école hôtelière d'Haïti, détruite par le séisme du 12 janvier 2010, de continuer leurs études en tourisme, art culinaire et restauration à Antigua et Barbuda. La secrétaire d'État au tourisme, Jessie Menos, a exhorté les récipiendaires à poursuivre sur la voie qu'ils ont empruntée, celle de l'excellence. Pendant cette formation, le ministère du Tourisme a travaillé à transformer notre destination. Vous avez vu à l'étranger l'émergence de la nouvelle image du pays et vous devez constater comment le chemin parcouru a été important. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, votre graduation intervient dans ce moment magique créé par le festival Goût et Saveur qui vient donner encore plus de prestige à votre apprentissage. À vous, encore une fois, de vous fondre dans cette ambiance pour approcher ces chefs de prestige qui seront heureux de partager avec vous ce qui doit donner encore de la visibilité à notre destination. Le projet de formation touristique a connu un grand succès et réunit des partenaires publics et privés d'Haïti et de l'Antigua en vue d'un développement durable. La secrétaire d'État au tourisme a également invité l'Association touristique d'Haïti à approfondir ce partenariat pour le grand bénéfice des institutions de formation au métier du tourisme en Haïti. Dans la perspective de régulariser la situation des enseignants ayant intégré le système de manière irrégulière, le ministère de l'Éducation nationale informe que le processus de distribution de permis provisoires d'une durée de 2 ans est en cours. 85% d'enseignants en situation irrégulière vont bénéficier de ce permis, le temps de se préparer aux épreuves en vue de l'obtention du certificat d'enseigner. Suivez les explications du ministre de l'Éducation nationale, Nespi Maniga, au micro de Enoch Élisée Kajou et Jasmin Denis. Selon statistiques pays, il y a plus de 85% de professeurs qui méritent plus de formation pour mériter nos salles de classe. Ce sont grosses affaires ça pour un pays. Pendant 10 ans, il y a environ 3000 jeunes garçons qui formés, jeunes garçons, jeunes femmes qui formés, qui ne sont pas dans la salle de classe. Qui frappent porte pour entrer dans la salle de classe. Donc ça m'a demandé non seulement pressé pour l'État mettre plus de moyens pour former tout le monde nous pral bail permis provisoire pour capable entrer dans la salle de classe. Yo va gagner 2 ans pour capable continuer à faire recyclage pour mériter être dans la salle de classe. Mais nous pas oublier tout ça qui passe dans ces FEF, dans ENI, dans FIA, dans l'école normale supérieure, qui a frappé porte pour entrer dans la salle de classe. Même si tu as un pile temps, en pile négligence qui te porté sous affaires éducation, nous pas qu'à continuer sous le même rythme ça. Si moun yo mérité professeur qui bien formé, professeur qui motivé parce que ont touché. Pendant que l'État gagne aujourd'hui environ 27 000 professeurs que le paye chaque mois sans arriéré. Gon l'autre catégorie professeurs qui dans salle de classe, la chercher régulariser la situation yo parce que moun sa yo pas trivé gen chance jouer une lettre nomination yo comme ça doit. C'est-à-dire une lettre côté que c'est premier ministre avec ministre là qui signe yo. Pour plusieurs raisons, yo été obligé chita dans salle de classe parce que pas de professeur. Jodi n'a cherché régulariser la situation ça. Nous l'État saute pour responsabilité by 7 000 € lettre. Pendant la cherche un budget pour payer. Gen ça qui dans la salle de classe pour même joindre lettre ça, tap travail. Jodi ak demain n'a finalisé dossier pour 1000 €. N'a continuer travail pour rester pour régulariser la situation ça pas entrer dans l'État, j'ai rentrer. Rappelons que cette décision fait suite aux 12 mesures adoptées par le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle le 8 août dernier en vue d'améliorer la qualité de l'éducation dans le pays. La première mesure stipule à compter de l'année scolaire 2014-2015, l'accès en salle de classe est conditionné par la détention d'un permis d'enseigner obligatoire pour tout moniteur intervenant au niveau du préscolaire et tout enseignant au niveau du fondamental, du secondaire et du professionnel dans toutes les écoles haïtiennes. Le ministère octroie à chaque enseignant
des secteurs publics et non publics dûment recensés entre le 8 et le 30 septembre 2014 un permis provisoire d'enseigner. Le PPE est valable pour une durée de 2 ans. Il sera renouvelé après requalification par une formation continue ou la vérification que l'enseignant possède un titre académique et une expérience attestée. Il doit aussi démontrer des compétences correspondant au référentiel du métier enseignant défini par le ministère. Toujours en ce qui concerne l'éducation, à l'approche de la journée internationale des enseignants, lundi prochain, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a tenu à remercier les syndicats d'enseignants pour leur contribution, notamment dans le recensement des écoles et des professeurs qui a eu lieu à travers le pays. Cette année, selon Nesmi Maniga, plus de 100 000 enseignants ont été répertoriés. Le ministre entend poursuivre l'application de sa politique qui vise l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Suivez les précisions de Nesmi Maniga au micro de Edan Kélisé Kajou et Jasmin Denis. Nous devons répondre à une invitation que la plateforme des organisations éducatives a fait nous pour que dans l'ouverture activité que nous avons dans tout le week-end pour nous être capables de dire mot gouvernement en matière d'éducation. C'est l'occasion pour nous de venir remercier tous les syndicats enseignants qui font gros effort avec le ministère. Côté nous fait pendant le mois de septembre, il y a une grosse enquête qui permet que aujourd'hui, le ministère, pays, connaît combien d'enseignants qui sont dans la salle de classe dans le niveau préscolaire, combien d'enseignants qui sont dans le niveau fondamental, 9 années fondamentales, et combien d'enseignants qui sont dans le niveau secondaire. Là. Actuellement, on a fait dépouillement, recensement ça, que nous avons fait dans tête collée avec un pile monde dans le secteur de l'éducation, et un pile syndicat qui est déplacé sous terrain pour aller des ministères faire enquête ça. Nous recensons déjà plus passer 100 000 professeurs dans le niveau ça là. Et nous recensons déjà parce que plus 16 000 l'école à travers le territoire là. Enquête là pas fini, dépouillement pas fini. Semaine prochaine nous allons inviter toute la presse là pour nous bailler chiffre définitif ça, mais c'est ça qui va le fait que nous faisons effort en plus pour que nous améliorer conditions de travail enseignants yo, conditions de travail ti moun a apprendre dans l'école dans le pays d'Haïti. Seul bagage qui pour faire pays avancer, c'est l'un mettre l'éducation en dehors de la politique, c'est l'un décider que l'éducation même l'un pas d'accord sur toute bagage mais nous a fait rêve pour que nous avancer dans le domaine de l'éducation. Parlons santé à ce numéro de 56 minutes synthèse. Le dossier du choléra en Haïti sera enfin par devant un juge du tribunal fédéral de Manhattan aux États-Unis le 23 octobre prochain, à quoi le responsable du bureau des avocats internationaux pour l'avocat Mario Joseph. Cette audience sera l'opportunité de faire entendre une nouvelle fois les voix de plusieurs centaines de milliers de victimes de l'épidémie du choléra introduite en Haïti, rappelle-t-il, par la MINUSTA, le responsable du BAI, maître Mario Joseph, au micro de Michi Alexis et Fézé Mathieu. Ce matin, nous sommes en mesure pour nous annoncer que le juge et capitaine des dossiers, qui était sous dossier, ben nous une audience pour le 23 octobre 2014. Bataille là, pourquoi fini tout de suite? C'est pour commencer à gonfler pour y Jean Yofel, dans 2 grandes manifestations que vous fait semaine passée là, dans le mois de septembre, soit devant le ministère de la Santé publique pour demander certificat médical, soit devant l'hôpital Mibalea, côté où prend soin, et bien près de 1000 mounins, c'est la presse Weli, côté où demandé certificat médical. Et même dit peuple haïtien, et victimes particulièrement, et nous t'ai dit dans la conférence semaine passée, moi-même semaine passée avec moi avec collègue Brian, c'est une class action, c'est dans la langue blanche, dans le système blanc, mais c'est dans comme dit son échantillon de victimes que nous prenons. Mais si nous arrivons à craser l'immunité des Nations Unies, eh bien, victoire totale, ça veut dire tout le monde qui a cherché avocat par eux, possibilité pour jouer justice à réparation dans les Nations Unies. Parce que les Nations Unies, s'ils perdent l'immunité, ça, ils ont qu'à pas de tribunal avec pour faire payer et dédommager. Des organisations de défense des droits humains, dont BAI, ont redéposé cette plainte en mars 2014 suite à l'échec d'une première tentative en 2011. Parlons d'Ebola, les ministères de la Santé publique, de l'Intérieur et de la Défense nationale interdisent formellement le départ de volontaires haïtiens vers les pays touchés par l'Ebola.
dans une note de presse parue dans l'après-midi du jeudi 2 octobre 2014. Selon l'agence en ligne Alter Presse, une source au sein d'une agence de l'ONU indique que l'appel a suscité de l'intérêt. Et certains membres du personnel se seraient déjà inscrits. Un premier délai d'inscription est fixé au 25 septembre et la première vague de personnes retenues devait se tenir prête à partir le 29 septembre. Les 3 ministères disent mettre une interdiction formelle à quelques agences que ce soit de faciliter ces départs. Le ministère de la Santé publique appelle au bon sens de chaque citoyen et citoyenne, leur demandant d'éviter d'effectuer des voyages dans les zones affectées, épargner d'autres situations plus dramatiques que celles que nous venons de vivre dans un passé encore récent. Le MSPP avait, dans une note, le 2 septembre, recommandé aux agences internationales de suspendre toute rotation de leurs membres dans les pays où des cas de fièvre hémorragique au virus Ebola se sont avérés dans Guinée, Sierra Leone, Libéria, Nigeria. Les ministères de la Santé publique, de l'Intérieur et de la Défense nationale recommandent de composer le 177 pour partager des informations relatives à toute dérogation observée ou vécue à ce sujet. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Réginald Delva, annonce une formation à l'intention des agents de l'immigration par le ministère de la Santé publique dans le cadre de la prévention contre l'épidémie d'Ebola. Réginald Delva précise que l'appel à candidature lancé par des organismes des Nations Unies voulant aider des personnes en difficulté dans des pays durement frappés par l'épidémie ne concerne pas Haïti. Réginald Delva. Le président des Nations Unies a fait nous connaître très clairement qu'en fait, il a lancé un appel à candidature, mais pas spécifiquement pour Haïti, il n'est pas concerné dans notre curiosité à Haïti. De toute façon, nous gagnons des mesures que nous allons prendre au niveau Haïti, même si nous allons prendre des mesures au niveau de l'aéroport pour que il y ait des formations que nous allons faire pour agents immigration, pour que leur contrôler les documents de voyage, pour qu'ils spécifier justement qui côté nous sorti, pour nous capables de montrer quand même il y a des mesures que nous n'avons pas, mais il faut quand même nous capables de dire qu'il y a des travaux qui fait avant. Parce que tout le monde qui est arrivé ici, c'est des gens qui ont supposé faire escale dans l'autre pays, dans l'autre port international, côté que contrôle la gâte en fait de manière stricte. J'aime moins que fait dans des pays, particulièrement la France, côté que même avant moun quitter le pays, il y a un premier screening qui fait sur eux, leur arrivée dans le pays, ils font l'autre screening sur eux. Pas oublier que période d'incubation virus là, si je ne me pas tromper, mais c'est arrivé, c'est 2 à 21 jours. Donc cela veut dire que agent immigration yo pral regarder pour yo ouais plus ou moins question pral poser pral en rapport à depuis qui le monde n'a quitté et Afrique de l'Ouest côté que virus là a fait rage. Donc formation yo pral faite pour agent immigration yo par et le ministère de la Santé publique et nous profiter et remercier le ministre et Guillaume pour l'initiative là et pour que les former agents yo d'abord dans les 2 aéroports, aéroport Port-au-Prince et aéroport au Cap là et aussi dans les ports d'entrée. Pas bien nous avons 4 points officiels qui c'est Malpasse et Wanamet et Belader et en Sapit. Dernier rappel des titres avant de refermer ce 56 minutes synthèse. Après avoir boudé plusieurs rencontres programmées au Palais national, le groupe des 6 sénateurs de l'opposition a finalement rencontré le chef de l'État vendredi à l'hôtel Caribé Convention Center et lui proposé de s'entretenir avec les 6 partis regroupements de partis politiques de l'opposition autour de la crise préélectorale. Commémoration mardi dernier du 23e anniversaire du coup d'État militaire sanglant du 30 septembre 1991 et a renversé le président Jean-Bertrand Aristide du pouvoir. Une commémoration placée sous le signe de manifestations de rue à Port-au-Prince. Le gouvernement adopte le projet de loi de finances 2014-2015 non sanctionné par le Sénat, une décision de plus en plus contestée par des parlementaires et des économistes qualifiant d'illégale et inconstitutionnelle une telle mesure. Et puis sachez que l'aéroport international du Cap-Haïtien a accueilli jeudi le premier vol de la compagnie aérienne American Airlines. Dans le cadre de son inauguration, le chef de l'État haïtien et la ministre du Tourisme étaient à bord de ce vol en provenance de Miami. Cet aéroport symbolise le début du développement du Grand Nord, s'est réjoui Michel Martelly. Le dossier du choléra en Haïti part devant un juge du tribunal fédéral de Manhattan aux États-Unis le 23 octobre prochain, selon le Bureau des avocats internationaux qui avait déposé une plainte contre la MINUSTAH pour avoir introduit le choléra en Haïti. Interdiction formelle du gouvernement aux agences internationales de recruter des volontaires haïtiens pour des missions en Afrique dans des zones affectées par l'épidémie d'Ebola.
À l'étranger, grande inquiétude à Dallas, aux États-Unis. Une vingtaine de personnes, dont des enfants, dans plusieurs écoles, ont été en contact avec le malade atteint d'Ebola. Ces 4 derniers jours, les élèves sont invités à rester chez eux. Voilà qui met un terme à ce numéro de 56 minutes synthèse. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À très bientôt.